Votre journal qui vient de purger sa suspension. Bon retour dans les kiosques, Joël. Merci, ça c'est bonjour, fidèle du rendez-vous. Merci à vous, Abbas Issaka, le Tréant, plutôt, le Mania libéré paru aujourd'hui. Merci, ça, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les auditeurs. Nous attendons un quatrième confrère et peut-être même un invité. Mes chers confrères et amis, nous voudrions dédier cette émission en mémoire pour les chrétiens d'abord, les saints martyrs de l'Ouganda. Les chrétiens en savent quelque chose. Mais également, cette émission, nous l'animons en mémoire des 13 compatriotes togolais, dont le feu le ministre Richard Kwaku Atipwe et notre feu consoeur Olive Vincent, tous des dirigeants et accompagnateurs des éperviers, ces 13 compatriotes qui avaient disparu, atrocement calcinés dans un crash d'hélicoptère à Lungi en Sierra Leone. Il y a de cela 13 ans, nous étions le 3 juin 2007. Et vous vous rappelez, c'était après une équipe, un match officiel de football que l'équipe nationale du Togo venait de jouer et de gagner contre son homologue de Sierra Leone. Donc, en mémoire donc, de ces martyrs, on peut le dire ici, pendant que depuis quelques heures, il y a quelques heures, nous avons appris le décès de Fofana Bakalawa, ancien ministre, ancien député, ancien membre dirigeant de l'Union des forces de changement, notamment dans la partie de Tchaoudjo, mais également ancien dirigeant de Semassi Football Club de Sokoré qui n'est plus à présenter. Eh bien, feu le ministre Bakawa, Fofana nous a quittés il y a quelques heures. Il devrait être inhumé incessamment selon les rites musulmans. Et puis pour rappeler, à quelques heures près, il y a un mois, qu'il disparaissait dans une mort violente dans son bureau, dans son camp. C'est Toussaint Bitala Madjoulba. Donc cette émission, nous l'animons en mémoire de toutes ces disparus. Et nous enchaînons avec la pensée du jour. Et c'est l'écrivain, prix Nobel de littérature, Ernest Hemingway, qui a écrit « Il n'y a rien de noble à être supérieur à vos semblables. La vraie noblesse, c'est être supérieur à celui ou celle que vous avez été auparavant. » Je reprends pour nous tous. « Il n'y a rien de noble à être supérieur à vos semblables. La vraie noblesse, c'est être supérieur à celle ou à celui que vous avez été auparavant. » Nous nous souhaitons bonne émission à nous tous, surtout que le journal Fraternité, au lendemain de sa suspension, est de nouveau disponible dans les kiosques ce matin. Joël, je présume. Bien sûr, nous sommes disponibles dans les kiosques comme PDF pour ceux qui voudraient faire la lecture électronique. Mais ça, tu permets que j'apporte mon nom au moulin de cet écrivain. Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, qui a résumé cette grande sagesse de la vie. C'est-à-dire qu'on est en compétition avec personne. Il faut être en compétition avec soi-même. Et cette compétition doit t'amener à tendre vers le bien, puisque le Créateur lui-même, il est bien et vérité. Je crois qu'il faut peut-être régulièrement rappeler ça pour que nos débats ici, les gens le prennent comme une recherche permanente du bien et du bien pour tous, et non quelque chose orienté contre quelqu'un, des gens qui sont constamment en compétition pour le matériel. Merci, le club de la presse. Notre bréviaire, c'est autant que possible des informations vraies, des informations utiles et des informations bienveillantes pour notre vie en société. Je l'annonçais, il est là, notre invité, Monsieur Nelson Akibode. Bonjour. Oui, bonjour. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Eh bien, vous êtes directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires à l'Agence nationale de la protection civile.
Et vous êtes dans nos studios ici au nom de votre directeur, le colonel Yoma, le commissaire principal Yoma. Non, c'est le colonel Yoma. Colonel Yoma, merci beaucoup. Yoma. Eh bien, l'ANPC existe il y a déjà quelques temps. Vous êtes surtout sollicité. Tantôt il y a incendie ici, tantôt il y a inondation. Surtout que nous sommes dans la saison des pluies avec des risques plus ou moins certains d'inondation. Nous avons souhaité vous avoir pour que la grande opinion vous découvre un peu plus. Alors dites-nous déjà, monsieur Akibode, l'Agence nationale de la protection civile, qu'est-ce que c'est et quelles sont vos missions? Merci beaucoup, Sas Gaou, pour nous avoir permis vraiment de passer par notre canal pour s'adresser un peu aux populations. Alors, l'Agence nationale de protection civile, comme vous pouvez l'entendre, c'est l'institution que le gouvernement a mis en place depuis janvier 2017 pour gérer de façon concertée avec les différents acteurs ou parties prenantes de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe pour gérer la question du risque de catastrophe. Alors, l'agence, elle assure la coordination ou le leadership de toutes les actions qui s'inscrivent, bien sûr, à la gestion en termes de prévention, en termes de préparation et de réponse aux différentes urgences, voire menaces sur le territoire national. Je précise, elle fait ce travail-là en synergie avec les autres acteurs intervenant dans les domaines. Vous jouez sur la prévention, mais vous vous préparez également à intervenir en cas de catastrophe, surtout que les catastrophes n'avertissent pas toujours. Alors dites-nous, M. Akibode, voulez-vous nous parler du mécanisme que vous avez mis en place pour la gestion des situations d'urgence? Justement, pour la gestion des situations d'urgence, et comme je le disais tantôt, l'agence, dans ses interventions, prévoit une étape de préparation qui réunit tous les acteurs. Et dans cette étape de préparation, il y a un certain nombre de dispositions à prendre, particulièrement en ce qui concerne les outils ou instruments de planification des interventions. Et au nombre de ces outils, je vais citer le plan national de contingence, le plan ORSEC et le plan de préparation aux situations éventuelles qui pouvaient survenir. Alors, autour de ces plans, c'est pour dire que les différents acteurs expriment les besoins, leurs besoins pour intervenir sur le terrain. Donc ces besoins-là sont planifiés et budgétisés. Au-delà de l'élaboration de ces outils qui fait appel, ou du moins de façon concertée, il y a un exercice de simulation qui implique tous les acteurs intervenants, de manière à les familiariser, à les préparer, à se tenir prêts pour agir. Et vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'il n'y a vraiment pas cette préparation, ce sont les interventions de façon en débandade que vous observez sur le terrain. Et donc, pour nous éviter ces situations et pour la cause, et pour que les interventions aillent soit au profit des populations, donc cet exercice-là est organisé. Nous en avons déjà organisé l'année dernière. C'était un très grand exercice qui a regroupé près de 600 acteurs sur le terrain.
l'avions fait dans la préfecture du Moyen Mono, particulièrement dans la localité de Silo-Afri. Et nous en avions parlé ici en votre nom et place. Eh bien, monsieur Akibode, nous sommes en plein dans la saison pluvieuse pour une grande partie du territoire, avec des risques d'inondation dans des habitations, également avec des risques de crues dans nos cours d'eau, les rivières, les fleuves et les lacs. Alors, quelles sont les dispositions que vous avez prises pour minimiser de tels, disons, les impacts en cas de tels sinistres? Alors, pour ces dispositions, je vais d'abord commencer en voilà un cas avec la sensibilisation. L'agence organise des sensibilisations de masse et de proximité. Malheureusement, cette année, avec la situation de crise de Covid-19, nous utilisons beaucoup plus les médias, les radios rurales, les radios communautaires et la radio nationale, tout comme la télé, pour s'adresser plus aux populations de façon générale, mais aussi vers les populations communautaires ou les populations très exposées et les populations riveraines des différents cours d'eau. Alors nous travaillons dans le sens de prévenir davantage les populations par l'élaboration des bulletins d'information, de prévention et d'alerte. Et au-delà de ça, le top, c'est qu'il y a des communiqués du ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui est le président de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe. Je voudrais préciser pour dire que c'est un travail qui reste continu dans une approche de veille, dans une approche de surveillance que nous menons avec les différents acteurs afin d'éviter aux populations des situations de désastre. Merci, monsieur Akibode. Je présume que l'agence dispose d'antennes, pour ne pas dire d'unités, un peu partout sur le territoire national. Ah oui, je crois que l'autorité a prévu ça. En dehors de l'agence, il y a deux directions régionales. Il y a une première, la direction régionale sud, qui couvre la région des plateaux et la région maritime, avec deux antennes, une antenne à Nero et une antenne à Palimé. Et pour la région septentrionale, le siège de la direction régionale nord se trouve à Kara, et il y a l'antenne d'Apaon, l'antenne de Guérenkoka, et il y a une nouvelle antenne qui vient d'être mise en place également à Sotobois. Tout ça, c'est pour rapprocher beaucoup plus, pour être plus à l'écoute des populations, et donc cette approche-là que le gouvernement a mise en place pour la gestion des risques de catastrophe. Merci. Il y a quelques jours, nous parlions de vous ici dans ce studio pour l'assistance humanitaire que vous avez. L'ANPC et ses partenaires ont porté à nos compatriotes Konkomba et Lamba dans la localité de Kinassiou, dans la commune de Dankpen. Nous en avons parlé, félicitations. Merci. Alors, est-ce que vous avez un contact, un numéro vert par lequel on peut vous saisir en cas de situation d'urgence que nous connaîtrions à quelques parties du territoire national? Justement, merci beaucoup. Ça, c'est pour les numéros. Je voudrais vraiment préciser pour dire que, comme nous sommes en saison pluvieuse, c'est clair, il y a les acteurs habituels, les spécialistes habituels qui travaillent sur le terrain pour les questions d'urgence. Ce sont les sapeurs-pompiers, la police. Donc ces numéros sont utilisés, le 118 pour les sapeurs-pompiers, le 117 pour la police. Mais pour l'Agence nationale de protection civile, le numéro le plus facile à utiliser, c'est le 22 51 02 02. 22 51 02 02, tout
tout comme on peut utiliser le 22 51 02 13. Merci à M. Akiboré, mais vous restez à nos côtés. C'est une tradition à partir de 12 heures. Nous allons ouvrir les antennes. Peut-être que les auditeurs auraient des questions à vous adresser. Ils appelleront sur le 22 21 33 74. Monsieur Akiboré, qui est Nelson de son prénom, directeur de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires à l'Agence nationale de la protection civile. Merci encore une fois pour votre disponibilité et surtout pour votre directeur, le colonel Yoma, qui a permis que vous soyez avec nous pour nous éclairer. Merci beaucoup. Sans transition, santé éducation avec Gadia Tonyadi, bonjour. Oui, ça c'est bonjour. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Santé éducation paru ce matin, c'est toujours dans la dynamique de la riposte à la Covid-19. Les chiffres d'hier que nous avons connus, 145 contaminations, avec un cas de plus par rapport à la veille. Et là, c'est les guérisons qui étaient beaucoup en augmentation, je crois 120. Mais encore une fois, nous n'avons même pas de laurier sur lesquels il faut dormir. Encore et toujours, les gestes barrières et les mesures sanitaires que nous recommandent les autorités. Alors, les barrières externes, mais surtout santé éducation, vous travaillez sur les barrières internes. Et aujourd'hui, vous nous recommandez une recette pour doper davantage notre immunité. Tout à fait. Depuis 3 apparitions en arrière, on a commencé par publier ces recettes que le ministère de l'Omé, en collaboration avec les praticiens de la médecine traditionnelle, ont sorti, on peut le dire, en se mis sur pied pour aider les populations à renforcer leur système immunitaire. Alors aujourd'hui, la recette a trait au gingembre associé à l'ail. Vous savez, ces deux recettes, on a beaucoup publié des articles par rapport à elles. Et ces deux épices, je vais dire, on a beaucoup publié des articles par rapport à elles. Et ces deux épices qui ont des valeurs assez similaires, mais il y a aussi des différences. Et quand on les associe, les experts disent que cela constitue un médicament très efficace pour renforcer le système immunitaire dans une période d'épidémie virale comme celle-ci. Donc, le gingembre à l'ail, oui, la recette est dans votre journal. Cela circule gratuitement actuellement sur les réseaux sociaux. Merci. Tout comme vous nous recommandez aussi les vitamines qui pour renforcer toujours notre immunité. Tout à fait. Vous savez, les vitamines, c'est des nutriments qui sont favorables à la santé de l'organisme. Et en ce temps de la pandémie de la Covid-19, il y a des chercheurs qui ont fait un travail par rapport à deux vitamines, la vitamine C et la vitamine D. On sait que le coronavirus crée une infection au niveau respiratoire. Alors, ces deux vitamines ont une action, c'est les chercheurs qui l'ont trouvé, ont une action assez efficace pour protéger le corps humain, ou bien tout individu, par rapport à une infection respiratoire. Alors, quand on sait que au niveau du coronavirus, on enregistre quelques cas de pneumonie. Alors, quand on est en supplément de vitamine C, de vitamine D, on est dans la mesure préventive, ce qu'on appelle les barrières internes. Alors, maintenant, on sait que les deux vitamines, la vitamine C, par exemple, on la trouve dans l'alimentation, les fruits et légumes, ainsi de suite. Et puis la vitamine D aussi, on sait que elle est synthétisée par la peau humaine avec le contact des rayons solaires. Et on peut s'amuser à donner cette information. Paraît-il que les gens de peau claire synthétisent mieux la vitamine D que les gens de peau foncée. Donc bon, c'est... Attention, il ne faut pas envoyer les gens à se desquamer pour transformer la peau noire en peau plus claire. Non, synthétise mieux rapidement, donc tout le monde synthétise, mais ceux qui ont la peau un peu plus claire synthétisent rapidement cette vitamine-là. Donc, tel qu'on l'a dit, la recette gingembre, ail, il y a aussi la vitamine C
et la vitamine D qui aident beaucoup dans cette période d'épidémie virale, le coronavirus, à renforcer le système immunitaire. Merci, mais avant, pendant et après la COVID-19, il y aura toujours les autres virus, notamment ces virus qui causent le rhume ici, la grippe par là. Santé éducation, vous nous recommandez, enfin vous nous enseignez comment prévenir ces infections virales. Oui, au niveau de cet article, on s'est posé deux questions. La première question, c'est quel est le moyen le plus rapide par lequel on peut contracter un virus? Et la seconde question, qu'est-ce qui est plus efficace contre les virus? Alors, la première question, c'est, on sait que les virus font partie de la famille des agents pathogènes et c'est les plus virulents parce qu'ils se développent mieux dans le corps humain mais dans un corps vivant. Et là, ils se greffent sur les cellules et ils font des dégâts et on voit un peu, quand ceux qui aiment la lecture très scientifique, très médicale, quand on décrit un peu ce que le coronavirus fait dans l'organisme, quand vous lisez, vous avez une certaine frayeur. Alors, c'est comme ça que les virus fonctionnent. Alors, maintenant, par rapport aux mesures de protection, quelle est la voie la plus facile pour contracter le virus? C'est la main. C'est la main. Nos mains, vous savez ça, quand avec nos mains, on touche à beaucoup de choses dans la journée. On touche aux portes, aux poignets, on touche aux articles qu'on achète. On touche à beaucoup de choses avec les mains. Et c'est ce pourquoi on a proposé le lavage des mains, cette mesure-là. Mais très souvent, au niveau de cette éducation, on a fait une certaine remarque. Quand nous allons dans les grandes institutions comme les banques, comme les supermarchés, même en pharmacie, bien, on va au marché et tout ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans un supermarché, par exemple? On se lave les mains. Il y a des dispositifs efficaces qui sont là, on se lave les mains et on cherche nos articles, on touche aux choses, on va au guichet, on prend la monnaie et puis on sort et puis on part. Et c'est l'alerte que Santé Éducation fait aujourd'hui. Quand vous rentrez dans de telles structures, vous finissez vos achats, vous sortez, il faut relaver les mains. Il se pourrait que un article qu'un autre a manipulé, a déposé, il y a le virus là-dessus, vous avez manipulé aussi, il se pourrait que vous rentrez en contact avec le virus. Donc c'est très important quand on rentre, même en banque, après avoir fait nos opérations, quand on ressort, il faut se laver les mains. Maintenant, qu'est-ce qui est plus efficace contre les virus? C'est le système immunitaire. C'est ce pourquoi nous écrivons à chaque parution avec tous les moyens par lesquels on peut passer pour renforcer le système immunitaire en période d'épidémie virale. Eh bien, je viens d'apprendre que quand nous entrons quelque part, nous lavons la main à l'entrée, mais à la sortie, il faut refaire la même opération. Ainsi, on met les barrières externes avec le lavage des mains, mais également le port de la bavette, la distanciation sociale, éviter de se toucher le nez, la bouche et les yeux, et puis renforcer également l'immunité de notre organisme par notre alimentation. Aujourd'hui, c'est l'ail et le gingembre ou encore les vitamines C et D. Donc, merci beaucoup. Il y a un autre article, mais qu'on ne pourra pas débattre faute de temps. Perte de goût, quelles en sont les causes et quels sont les traitements qu'on peut s'appliquer si on arrivait à perdre le goût. C'est à découvrir dans Santé Éducation, paru ce jour. Gadiel, vous êtes aussi consigné, tout comme notre ami Nelson Akibore de l'ANPC. À partir de 12 h, les auditrices interviendront, tout comme les auditeurs, sur le 22 21 33 114 pour réagir sur vos développements et vous poser des questions, pourquoi pas. Je viens maintenant à nos amis Abbas Issaka et Fabrice, plutôt Joël Kossi et Vignon Ega. Ok, mon lapsus m'a trahi. Nous attendions Fabrice Pétiesi, mais peut-être qu'il vous rejoindrait éventuellement. C'est toujours Maître Agboibo qui, depuis la mort où il se trouve quelque part à Paris, continue à faire l'actualité ici dans les journaux. Togo Matin, paru aujourd'hui, écrit de vibrants
hommages à la hauteur de l'illustre disparu. Et j'ai lu un site qui écrivait tout un concert de louanges au grand maître. Tingo Tingo, lui, écrit le bélier noir de Couvé, a tiré sa révérence. Autre article, le président du CONAP, Ari Miaou Tchaniaou, dont la maman est de Couvé, témoigne sur la mémoire de Agboibo. Le Mania libéré, Abay Saka, vous écrivez les hommages mérités à Agboibo. Effectivement, nous avons titré les hommages mérités à Agboibo parce que c'est un homme dense, une personnalité grande, celle que d'aucuns appellent le père de la démocratie au Togo, parce que c'est depuis 1985-87 qu'il s'est engagé et en demandant au fait pour qu'au moins une commission des droits de l'homme puisse être mise en place afin de vérifier. Il faut être quelqu'un encouragé pour que à ce temps-là, vous demandez au fait à Déma de mettre en place une commission qui contrôle la violation des droits de l'homme dans notre pays du Togo. Il a fait et il a obtenu. Il était quelqu'un aussi qui avait pu être candidat indépendant, premier candidat indépendant dans ces années-là. En 85. Où il a occupé la place de député au milieu des députés du RPT. Qui était parti unique à l'époque. Donc c'est son engagement-là que d'aucuns qualifient de courageux, puisque dans les années 90, il était aussi au front avec son association qu'on appelait le FAR, le Front des associations pour le nouveau, qui s'est engagé et a fait de sorte que on a pu aller à la conférence nationale souveraine, on a pu avoir la signature de l'amnistie générale pour que tous les exilés puissent rentrer, notamment Jésus-Christ Olympio, il y avait également le feu Eden Koyo, et beaucoup de personnalités qui étaient à l'extérieur du pays ont pu regagner le Togo et nous avons vu le combat qu'il a mené de 90 même jusqu'à ces dernières heures de... Merci. L'homme Agboibo fut immense de par son corps, de par sa tête, de par ses idées, de par son parcours. À propos de la CNDH, il y a toute une littérature, tout un débat, mais je me plais toujours à rappeler que lorsque la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, avait été créée en octobre 1987, j'étais jeune étudiant à l'époque, et Agboibo avait comme vice-président un certain Aboudou Assouma, qui se trouve aujourd'hui être le président de la Cour constitutionnelle. Il avait également comme proche collaborateur Madame Awa Nana Daboya, qui n'est plus à présenter, et le secrétaire exécutif de la CNDH était un certain Artem Soliagoji Aoumé Zounou, pour dire que les nations, tout comme les hommes, nous avons nos parcours. Je reviens à la revue de presse avec Dunia Le Monde, qui nous rappelle que le Togo perd un politicien d'envergure. La lanterne titre Agboibo, le père de la démocratie au Togo. C'est une interrogation, chacun y répondra. Le messager pour sa part écrit la disparition de l'un des fers de lance de l'histoire de nos droits. C'est en fait un propos de Maître Kofigo que le messager reprend, de la disparition de l'un des fers de lance de l'histoire de nos droits. Selon donc Kofigo et autre journal, La Dépêche, qui écrit aujourd'hui, Apollinaire Agboibo, l'intrépide et l'infatigable défenseur des droits de l'homme et des libertés n'est plus. Joël et gars, je viens juste d'avoir votre journal. Vous pensez également à Agboibo quand vous écrivez Agboibo, un destin à la Moïse. Effectivement, nous allons prendre par la fin. Comme Moïse, il n'a pas pu voir la terre promise. Il a été un berger. Il a été, comme qu'on le veuille ou pas, il est d'une façon ou d'une autre le père de la démocratie, parce que au même moment que les Guinévis travaillaient sur le campus pour éveiller les esprits, les Kofigo faisaient les leurs. Les Guinévis qui travaillaient dans la clandestinité à l'époque avec la CDPA. Effectivement, pendant qu'eux ils travaillaient, il y avait le ferment qui était là, mais la levure qui a permis
l'explosion, c'est Agboibo, le vieux qui a fait l'explosion, c'est Agboibo qui l'a fait, parce qu'il était un peu toujours comme Moïse, il était dans le haut palais, il était au palais du chef, et depuis le palais, il a eu le courage de dire non, bon, ok, d'accord, ça va, on va libérer un peu le peuple, on va créer un autre Togo. Mais chemin faisant, Agboibo a été noyé par d'abord le bien qu'il a fait, mais le comble c'est qu'il n'a pas eu la hauteur de s'élever et de pardonner. Il a été rattrapé par cette animosité légendaire entre les Guins et les Wati, et c'est lui qui a fait ramener les enfants d'Ablodé, mais c'est eux qui sont venus le noyer. Et Agboibo, au lieu de rebondir, il a ruminé tellement ce revers que ça finit par le noyer, en ce sens qu'il n'a pas pu aller au-delà de cette stupidité, il n'a pas pu renoncer à collaborer toujours avec ce pouvoir. Il était prêt à aller collaborer avec le pouvoir pour casser les revanchards, comme il les appelle, et effectivement ils sont des revanchards. Ce qui fait qu'Agboibo, à un moment donné, a été relégué carrément à son rang d'opposant de seconde zone, ce qui n'a pas pu corriger jusqu'à le comble des actes qu'il a posé le 26 février 2017 par ce comeback-là qu'il a fait, qui a indigné beaucoup, en reprenant ce qu'il avait craché hier, pendant que Dem Kodjo et Minevi ont eu le courage de laisser le parti dirigé par quelqu'un d'autre à Agboibo, fidèle à son adage, le caïman ne meurt jamais jeune. L'eau Machimachimokuna. Fidèle à son adage, il est revenu chasser à Pémon et reprendre sa chose. Et une chose qui aujourd'hui il laisse sans successeur. Parce qu'on se demande si le cas pourra survivre après le décès d'Agboibo, en ce sens que le dernier scénario qu'on a connu, parce que Agboibo ne pouvait pas être candidat, donc le cas n'a pas présenté de candidat à la présidentielle. Je crois que quand on revoit le film de la vie d'Agboibo, c'est vrai, on peut avoir une grandeur d'esprit, mais la grandeur d'esprit, il faut savoir la maintenir face à toutes les épreuves pour pouvoir laisser un grand nom. Aujourd'hui, Agboibo, est-ce que son nom mérite autant de respect qu'il avait mérité au début des années 90? That's the question. Et il faut que beaucoup en tirent leçon pour comprendre qu'il n'y a pas que le matériel, il n'y a pas que les intérêts dans la vie, mais l'essentiel, c'est ce que nous laissons après. Merci. Alors, Joël le disait tantôt, en 2008, je crois que Agboibo avait quitté la tête du cas. C'était une grande première à l'époque. La presse s'était montrée très laudative. Agboibo était le premier grand leader à quitter volontairement la tête de son parti et à le céder à son dauphin, qui était maître Apevon. Et puis quelques années après les deux mandats d'Apevon, Agboibo s'est cru obligé de reprendre la tête de son parti. Et la presse qu'il avait beaucoup félicité en 2008, là, cette fois-ci, attaqué de façon bien acerbe, eh bien, Agboibo vient de mourir et pour chuter là où, conforter là où Joël chutait, le libéral qui se demande qui prendra le volant du car à présent que Agboibo vient de disparaître. La question reste posée. Je rappelle pour terminer ce chapitre que le vendredi prochain, nous allons organiser une émission spéciale en sa mémoire et nous souhaitons avoir aussi bien ses disciples que ceux qui ont des raisons de critiquer sa vie, son œuvre et ses idées. Ce sera donc le vendredi. Et pour clore vraiment cela, Agboibo passait pour maître dans l'art de la négociation, à allier avec la pression. C'est en cela que nous avons sorti cette pensée du jour le mardi, oui, hier, cette pensée donc de Henry Lewis, qui écrivait donc Henry Lewis qui écrivait, le temps que je me retrouve dans mes papiers, la vie consiste à oui, l'art de vivre consiste en un subtil mélange entre lâcher prise et tenir bon. Nous allons revenir sur tout cela dans notre émission du vendredi. Mais Agboibo a été Premier ministre au lendemain de la signature de l'accord politique global. C'était en septembre 2007.
2006. Il a cédé la primature en décembre 2007 à Komla Mali. Le Togo qui se recherche encore un nouveau gouvernement, pourquoi pas un premier ministre. Nous avons débattu beaucoup de sujets jusqu'à ce qu'une indiscrétion est filtrée de la présidence qui nous fait croire que le gouvernement actuel avec à sa tête Selom Komiklassou sera aux affaires jusqu'à la fin de la pandémie, et c'est à ce niveau-là que le Premier ministre Klassou remettra sa démission, que le président en prendra acte, quitte à lui de le reconduire ou bien de nommer un nouveau Premier ministre. Mais d'ici là, c'est la polémique, c'est le propre du débat contradictoire. Qui pourrait être le prochain Premier ministre? Joël Kossi-Vigno Ega, quand je vois votre parution, vous écrivez Pascal Akousoulelou Bodjona contre Gabriel Vincent Agbeyome. C'est le match dans le match. Alors, est-ce que ces deux personnalités concouraient éventuellement pour la primature? Aucunement. Notre analyse ne s'intéresse même pas à la primature, parce que la primature, c'est une coquille vide. Et pour nous, le débat ne se pose pas. Le Premier ministre, c'est un garçon de course pour le chef de l'État. Donc, nous, on ne trouve pas nécessaire de mettre notre énergie sur ça. Mais nous avons fait l'analyse sur ces deux messieurs. Et depuis au moins une dizaine d'années, où derrière les rideaux, ils se font des coups. C'est vrai que Agbeyome a proclamé clairement qu'il est l'héritier derrière des mailles, il se voit héritier derrière des mailles, il a proclamé en mettant en place un parti politique en allant conquérir le pouvoir. Mais pour Akousoulelou Pascal Bodjona, ses compères l'ont découvert que dans des coups bas, dans des positionnements, ses relations avec la presse, il veut être bien avec tout le monde, dans ses agitations, et on ne lui a pas du tout pardonné. Mais on s'est rendu compte que dans ses calculs, il revenait à Bodjona d'abattre un des adversaires, quelqu'un qui pouvait l'empêcher d'accéder au fauteuil présidentiel, notamment Agbeyome, qui avait également du charisme, qui était aussi bien accepté. Et le premier coup, c'était en 2010, où Batatra, pendant que Obu sortait des élections, il y a un camp qui dit non, que Obu doit être dissous parce qu'eux, ils ont démissionné, etc. Le juge a dit non, rétablissez Obu dans ses droits, mais Akousoulelou Bodjona a dit non, je ne vous redonne pas le récépissé. Finalement, Agbeyome a reçu son président de récépissé. Ça, c'était le belote. Donc, Agbeyome était ministre de l'administration territoriale à l'époque. Bodjona était ministre de l'administration Bodjona plutôt. Et c'était lui qui avait donc réattribué le récépissé à Agbeyome pour son parti au but à l'époque. Chemin faisant, c'est Ganson Midada qui était le maître à chanter qui a été éliminé. Pour quelle raison, on ne sait pas. Mais c'est que les dossiers ont été abordés. Mais nous étions là quand, entre-temps, Agbeyome qui avait reconnu qu'il s'était allié à Fabre, c'était un positionnement pour lui. Mais chemin faisant, le FRAC n'a pas marché, alors on met en place le CST. Le collectif Sauvons le Togo. Alors, on remonte les filières, on se rend compte que le CST était une émanation de la maison RPT, de la maison RPT même. Selon vos investigations. Selon les canaux de spéculation croisés, était une émanation de la maison bleue, et selon certaines langues, les tunnels ont amené vers M. Akousoulelou Bodjona. Il se fait que Agbeyome étant membre du CST, et donc évidemment il fallait s'attendre à un rebelote. Alors, il semble que celui qui aurait vendu la mèche que c'était une idée de Bodjona, ce serait Agbeyome, donc il fallait retourner la monnaie de la pièce à celui-là qui lui avait fait baver 2-3 ans plus tôt. Ça, c'est la seconde. Comment vous l'appelez? C'était le second affrontement entre les deux. Le second épisode du feuilleton d'affrontement entre les deux. Le second épisode entre les deux. Mais alors, maintenant c'est l'église qui devient le terrain de jeu. Il fallait avoir l'onction de l'église, comme nous avons vu dans toutes les grandes dictatures. Pour renverser les dictatures, il faut avoir l'onction de l'église, comme on l'a vu en Congo, etc. Et donc il fallait se positionner. Alors, on voit Pascal Bodjona qui se fait bénir son mariage le 25 août 2019 dernier. Bien avant, c'est cet Égyptien qui a obtenu la libération de Bodjona après son épisode vécu avec le pouvoir. Et on se rend compte que non, que Bodjona est dans le bonne grâce du Vatican.
des patatras, c'était sans prévoir le Podjo qui avait béni son Podjo qui était là pour la bénédiction de son mariage. Podjo organise un conclave, le conclave auquel se retrouve Agbeome. Podjo a compris que non. Ça c'était déjà du mauvais. Et donc, malgré tout ce qui a opposé Podjo à Agbeome dans le passé, le HCR où on a fait Podjo en 92, en 90, en 91, c'est Agbeome qui a pleuré devant Podjo à la conférence nationale souveraine pour se dédouaner des allégations portées contre lui. Malgré tout cela, le pont n'a jamais été coupé entre les deux hommes. Et voilà, Podjo donne son option à Agbeome et Podjo est rentré dans le silence. Il a compris que l'encensoir de l'église catholique s'éloigne de lui. Il ne pouvait plus avoir cette option. Peut-être c'est ce qui a justifié son rebond le 3 mai dernier, où à la surprise de Stéphane, on le retrouve à côté de son ex-ami et ex-bourreau, Fornia Simbe, qui lui a fait quand même passer 2 fois par la prison civile, par les geôles, au nom d'une affaire en gradesque d'escroquerie internationale. J'avoue que je vais découvrir votre journal à l'instant, je n'ai pas pu le lire, hein, donc après votre exposé, moi-même et celles et ceux qui vous écoutent, nous lirons l'article et nous verrons quel est ce match dans le match qui se joue sur le terrain politique entre Pascal Akousu-Lelou Bodjona et Gabriel Mensah Boyome Kodjo. Mais juste si vous permettez, quand vous parlez tantôt d'encensoir de l'église catholique, la question reste posée. Est-ce que c'est Monseigneur Kodjo en son nom personnel qui porte Akboyome Kodjo, ou bien est-ce qu'il le fait au nom de l'église catholique? Tout un débat mais qui n'est pas à la page aujourd'hui. Venons maintenant sur un terrain qui nous concerne tous, nos enfants, qui sont à la maison depuis le 20 mars dernier. Et autour de nous, les écoles commencent à réouvrir. Le Burkina, un peu la Côte d'Ivoire si je me trompe, même si le Sénégal fait tango, on ouvre les écoles, puis on les réforme après. Et puis, c'est dans ce débat que hier, des rumeurs circulaient et que Dunia Le Monde écrit ce matin, la reprise des cours se précise. Pendant que la lanterne, lui, écrit, effectif pléthorique dans les salles de classe, surtout en milieu rural, et la lanterne se demande si le gouvernement est sûr que les mesures adéquates seront prises en quantité et en qualité suffisante pour la reprise des cours incessamment. Le journal Tingo Tingo, lui, parle carrément de la confusion dans cette ambiance où on annonce la reprise des cours. Mais à Bachisaka, l'information assez officielle, c'est le ministre Taïrou Babiek qui a signé une note circulaire hier qui demandait aux inspecteurs, aux directeurs d'école de se retrouver dans leur lieu de travail, sur le lieu de travail, aujourd'hui même, 3 juin. C'est ce qui a fait penser que la reprise des cours se ferait incessamment. Oui, effectivement, la reprise des cours, selon les informations, se précise par rapport à cette note d'information qui convoquait les enseignants pour aujourd'hui. Non, c'est les inspecteurs et les directeurs d'établissement qui sont tenus même de faire appliquer là. Donc c'est pour préparer la rentrée. Comme on dit souvent qu'il veut voyager Noël, maintenant sans monture. Donc c'est dans cette optique puisque la rentrée ne va pas concerner tous les élèves. La reprise plutôt. La reprise des cours ne va pas concerner tous les élèves, ça concernera seulement les classes d'examen, c'est-à-dire CPD, EPC probatoire et puis Bac 2. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'on veut mettre en place toutes les mesures afin d'éviter que les élèves ne se contaminent avec des choses. Donc, il faut préparer les cours, comment finir ça. Puisque selon les informations, on dit que les élèves, quand ils vont reprendre les cours, ils feront seulement 4 semaines ou bien 6 semaines avant d'aller aux examens. Donc, pour le moment, moi, j'espère qu'il y aura beaucoup de la place ou bien des classes pour les élèves, puisque c'est l'ensemble des classes qui seront réservées dans les écoles aux élèves des classes qui vont en examen. Ce qui veut dire que lorsqu'on sera en présence
dans un cours primaire, ce sont les enfants de CM2 seulement qui seront là. Donc il y aura assez de place, assez de classes pour les répartir et faire de sorte qu'il y ait distanciation entre eux et pouvoir les contrôler au sortir des récréations et autres. Puisqu'on va mettre selon les informations des cachinets à leur disposition, le lavage, le système de lavage de mains et autres pour éviter la contamination. Donc j'espère que avec cette reprise, peut-être que ce serait un coup d'essai pour voir dans quelle mesure on pouvait faire reprendre les autres quand les autres vont aller en examen, vont finir les 4 semaines pour éviter que l'année ne soit blanche cette année. Merci. Alors, je viens à la note circulaire du ministre Tahirou Babieg, dont voici un extrait. En prélude à une prochaine réouverture des écoles, je demande aux inspecteurs, aux chefs d'établissement, à l'ensemble du corps enseignant et au personnel administratif et d'appui de prendre les dispositions pour être à leur poste le mercredi 3 juin en vue de préparer cette reprise. Et il dit, j'invite à cet effet chaque chef d'établissement à œuvrer activement pour une reprogrammation des activités pédagogiques en respect des mesures barrières en vigueur. Mais le ministre Tahirou, en fait, sa note ne s'adresse que dans son département de l'enseignement technique de la formation professionnelle. On attend maintenant quel signe son collègue Acha Deji Afo des enseignements primaires et secondaires va émettre. Joël. Oui, c'est le premier intérêt que moi j'ai eu, parce que pourquoi est-ce que très souvent dans la gestion de ces genres de dossiers, les ministres agissent toujours de concert? Et pourquoi est-ce que ça pas un communiqué interministériel qu'on a vu et c'est un communiqué ministériel? Je me demande, est-ce que quelque chose ne va pas ou c'est juste un choix délibéré? Mais c'est que parce qu'aujourd'hui, dans les écoles techniques, la mobilisation est là, mais est-ce que dans les écoles d'enseignement général, qu'est-ce qu'on fait? Non, je sais qu'il y a des réunions qui se font au cabinet, des fois entre le cabinet des 10 ministères également, les organisations syndicales, mais c'est que officiellement rien ne se dit jusqu'à la note circulaire de Tahirou Babieg. On espère que d'ici ce soir, la note de notre ami Acha également sortira pour que tout le monde prenne la préparation au même moment. Maintenant, moi, l'autre intégrité souvent, on est en train de trouver une solution pour les classes des années. Mais pour les classes de passage, qu'est-ce qui sera fait? Et puisque très souvent, nous savons que l'année finit avec les examens du bac, c'est ça? L'année finit souvent avec les examens du bac. Bac 2. Est-ce qu'on va rallonger l'année maintenant pour accueillir ceux-là qui sont en classe de passage? Mais pour moi, le nœud du problème, cela appelle deux nécessités. Il faut que l'État réfléchisse à faire des tests de masse dans les écoles. Les tests de dépistage. Les tests de dépistage dans les écoles. Il faut qu'on mobilise le matériel nécessaire pour cela. Et seconde chose, c'est le lieu également de penser d'ici septembre à revoir le programme scolaire même togolais. Parce que le programme, comme on l'a toujours dit, est fait de tellement d'inutilités, tellement de choses obsolètes, qu'il faut maintenant penser sérieusement à réduire le programme scolaire pour que le programme soit léger, pour que... Mais est-ce que le dépoussiérage du programme peut se faire en ce temps d'urgence? Non, je dis, c'est le moment. Vous savez que la Covid-19 nous donne beaucoup d'enseignements. Il faut qu'on revoie en même temps. On a toujours reporté ça parce qu'on en a fait pour certains niveaux. On dit ça sera un petit d'eau. Il faut qu'on mobilise les moyens pour décresser sérieusement le programme pour que l'école ne soit plus affectée pour une éventuelle survenance comme Covid. Merci. Je rappelle que la reprise des cours, c'est une question bien délicate. Si vous suivez l'actualité, vous voyez que la France y va par tâtons. On a commencé, jusqu'à présent, la reprise n'est pas encore effective, totale en France. Je rappelais l'épisode du Sénégal qui a réouvert les écoles pour les refermer aussitôt. Bon, ça reprend un peu autour de nous, je crois. Nos voisins du l'Est, le Bénin, et du Nord, le Burkina, reprennent aussi. Mais je pense que le ministre Tahirou lance un peu une sonde pour voir comment ça va se faire. Parce que si reprise, il doit y avoir, ça devrait être au moins une note interministérielle, si ce n'est quand même un message
de tout le gouvernement, signé du Premier ministre, pourquoi pas du chef de l'État lui-même? Effectivement, en principe, ça doit être un message signé du Premier ministre, parce que pour fermer les écoles, c'est le gouvernement qui l'a fermé. Ce n'est pas deux ministres qui l'ont fait. Il y a eu, c'est comme sous forme de décret qui demandait aux écoles la fermeture de toutes les écoles par rapport à la pandémie. Donc, non, ce n'était pas un décret, mais quand même un communiqué du gouvernement. Ouais, donc maintenant, c'est comme ça, c'est par là que ça peut aussi arriver, puisque j'espère que après le travail qui sera fait avec les inspecteurs, les enseignants pour la programmation des cours, le rapport sera fait, sera adressé au gouvernement, qui prendra aussi des mesures pour annoncer la reprise des cours, puisque la semaine dernière, on nous avait annoncé que les deux ministres nous avaient communiqué que certainement il y aura reprise probable le 8 juin prochain. Le lundi prochain. Le lundi prochain. Donc pour le moment, les gens s'en tiennent à ce communiqué des deux ministres qui a... C'était un communiqué écrit? Écrit, oui. Ah bon? Oui, signé oui. de Taïrou et de Acha? Reprise probable. C'est ce qui s'était fait. Donc c'était la semaine passée. Donc même tout le monde se disait que le 8 là, ils vont reprendre. Mais pour le moment, c'est une probabilité qu'ils ont émise. Ce n'est pas encore fait, puisqu'il faut faire de telle sorte que les gens soient prêts. Remettre les enseignants et les inspecteurs sur le plan de reprendre vraiment les cours. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le communiqué de Bagbe peut-être convoquait les inspecteurs, les enseignants et autres pour faire la reprogrammation des cours. Pour le moment, rien n'a encore dit. Mais c'est une probabilité qu'on puisse voir si les cours vont reprendre le 8 ou pas. Pour le moment, on est dans l'expertise, en attendant le travail des experts au niveau de 2000. D'autant plus que nous sommes toujours dans l'état d'urgence qui recommande la distanciation sociale, alors que nos salles de classe, vous n'êtes pas surpris de vous retrouver dans une classe de 80, 90, sinon 100 et plus. Comment est-ce qu'on va répartir ces effectifs-là pour qu'il y ait un minimum de distance entre les élèves? Joël parlait tantôt du test de dépistage. Je sais que au Congo, Brazzaville par exemple, tous les enseignants ont été soumis à des tests de dépistage. Qu'est-ce qui va être fait ici, dans notre pays, pour les enseignants, les élèves? Le gouvernement qui aurait prévu les dispositifs de lavage de mains, recommanderait également le port de bavettes. Mais qu'est-ce qu'il en serait concrètement? Et puis, ce n'est pas seulement le public. Les écoles privées, confessionnelles et laïques, vous n'oubliez pas qu'il y a quelque temps, les enseignants du privé criaient carrément qu'ils avaient faim. Alors, est-ce qu'une solution leur sera trouvée pour que la reprise soit effective? Et comme je l'ai dit tantôt, peut-être que Taïrou Babiek lance une somme de dessert. On va voir ce que ça va donner et comme ça, on sera plus fixé sur l'avenir. Abbas? Oui, il y a un autre problème aussi qui pourrait se poser, parce que quand on va démultiplier les classes, quand on va démultiplier les salles de classe pour permettre aux enfants de rester 30 dans les salles de classe, maintenant le problème qui va se poser, c'est le problème des enseignants. Comment ceux-là vont être repartis dans ces enseignants? Ou bien on va leur demander de faire 3 ou bien 4 fois, c'est-à-dire quitte cette classe-là, il va dans l'autre classe, il va dans la 3e classe pour enseigner les mêmes matières aux élèves. Donc, alors qu'aujourd'hui, on est en train de dire qu'il y a pénurie même d'enseignants dans certaines matières. Et le problème là va se poser. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils vont décider par rapport à leur programmation de travail, parce que lorsqu'on va démultiplier les classes, il faut chercher aussi des enseignants pour encadrer les élèves. En somme, la reprise, en France, on dit par exemple que le déconfinement se révèle beaucoup plus fastidieux que le confinement. Ici au Togo, la reprise des cours, c'est une équation à n inconnue. Nous souhaitons beaucoup de courage au gouvernement dans ce sens. Maintenant, l'autre question, c'est quoi? Qu'est-ce que, dans ces 6 semaines, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est dit que la reprise durerait un nombre certain de semaines? Non, est-ce que c'est officiel? Enfin, officieusement, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Il a été annoncé le 8, effectivement, dans le journal du 8, on nous dit que le 3, ils n'ont qu'à aller préparer la rentrée, etc. Mais la question est de savoir, de toute façon, il y aura reprise. Il y aura reprise des classes. Mais qu'est-ce qu'on fera durant le temps, que ce soit 2 semaines, 3 semaines? Est-ce que c'est le reste du programme, ce programme lourd qu'on va
évacuer, ou bien ça permettra, ça veut dire qu'on va le mettre à profit plutôt pour reviser ce qui a été, parce que 2/3 du programme est déjà consommé, a été déjà fait. 70% du programme. Voilà, jusqu'au mi-mars, on était à une semaine des congés de Pâques, les 2/3 du programme ont été déjà faits. Pourquoi ne pas composer, faire l'examen sur cette partie-là, et au lieu de penser à bourrer encore les enfants durant... Mais si on faisait l'examen sur les 2/3 du programme et le tiers restant? Le tiers restant, attends, on sait que notre programme est jonché de bourratifs. Et quoi, qu'est-ce qu'ils vont aller apprendre? La Russie? La Russie, les États-Unis, ce que tu peux avoir aujourd'hui. J'ai quand même 18 ans d'expérience d'enseignant. Si on évaluait les élèves sur les 2/3 du programme et qu'ils montaient en classe supérieure, ça risquerait de poser d'autres problèmes de niveau. Ça, de par ton expérience, il y a quelle suite tant indispensable entre l'enfant qui quitte la classe de 3e pour la seconde en termes de programme? Mais il faut qu'on arrête de s'auto-flageller. Il faut qu'on arrête de s'auto-flageller. C'est pourquoi j'avais parlé tantôt de la nécessité aujourd'hui de s'asseoir pour voir dans mon programme qu'est-ce qui est inutile. Nous avons aujourd'hui des outils qui sont à notre disposition. On a l'Internet. Il faut qu'on dégraisse carrément le programme pour que l'école soit plus facile à faire. C'est une question de spécialiste. Nous renvoyons toutes les équations à un inconnu, aux deux ministres, Taïrou de l'enseignement technique et son collègue Acha Dedji de l'enseignement général. Mais ce qui est certain, c'est que les enfants sont fatigués de rester à la maison et les parents se demandent chaque jour quand est-ce que nos enfants vont retourner à l'école. Voilà. Ils désapprennent. Ils sont devenus même des commerçants des bavettes au niveau des feux rouges, ce qui n'y a pas de... Et entre-temps, c'est les factures d'électricité qui augmentent pour les parents. Alors qu'après, cette temps-là devait être mis à profit pour qu'on révise les leçons, surtout les gens de classe d'examen là. Ils devaient réviser les leçons, prendre les cahiers au jour le jour, faire des exercices au lieu de s'agglutir devant la télévision ou bien être dans les carrefours pour vendre les bavettes et les maths. Merci. Nous avons parlé aujourd'hui de l'Agence nationale de la protection civile, ce que c'est que cette agence et comment elle travaille dans son quotidien, les dispositions envisagées et prises, surtout en ce temps-là de saison de pluie, avec des risques éventuels d'inondation dans nos habitations et de crues dans les cours d'eau. On a parlé de l'apparition du jour de santé et éducation. On a revisité les nécessités d'urgence en cette période-là de pandémie. Et on a fini avec la polémique autour de la reprise des cours et les hommages aussi bien sincères qu'hypocrites qui sont sortis ici et là à la mémoire de Maître Agboibo. Nous allons souffler un peu et à partir de 12 h, nous nous ouvrons à vous. Maintenant, c'est vous, les vedettes de l'animation, par vos questions, vos commentaires et vos critiques, pourquoi pas. Ce sera sur le 22 21 33 74. La parole est à vous. Je sais compter sur vous pour rester dans les sujets que nous avons discutés aujourd'hui. Le premier auditeur, bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Maglo. Oui. sont en mesure, même exceptionnelle, de pouvoir
Mais, Monsieur Maglo, est-ce que la personne là parlait au nom de son ministre et par delà au nom du gouvernement? Merci, merci. Comme nous le disons, la reprise des cours risque de se révéler beaucoup plus fastidieuse que la fermeture. C'est une équation à n inconnue. Nous souhaitons beaucoup de courage, beaucoup d'ingéniosité au gouvernement. Merci, Monsieur Maglo. Le prochain auditeur déjà en ligne. Oui, bonjour. Oui. Monsieur Thomas. Ok, allez-y. Oui, oui, il est là-bas, Monsieur Akibode. Bon, Monsieur Akibode, j'ai pu retenir que ceux qui construisent dans les bas-fonds et qui sont victimes d'inondations, c'est vrai que vous allez les sauver, mais après les avoir sauvés, qu'est-ce que vous leur dites? Si j'ai compris la question de notre ami. Oui, Monsieur Akibode? Oui, oui, vous lui répondez? Ah oui, merci beaucoup pour la question. Oui, ça c'est des réalités, ce sont nos réalités ici. Et dans la sensibilisation que nous organisons, c'est de demander à ces populations d'éviter l'installation dans les zones. Oui, ça c'est pour la prévention. Mais ceux qui sont déjà dans le bas-fond. C'est clair, en principe, comme vous le dites, les zones de bas-fond sont des zones déclarées inconstructibles, que nous qualifions de non-aedificandi. Et en principe, pour s'installer, construire dans une zone, il faut s'approcher des services en charge du cadastre pour s'assurer de la sécurité, je veux dire sécurité parcellaire d'habitation. Alors, vous savez, comme ça se passe chez nous, quand on veut acquérir la terre, on ne s'intéresse vraiment pas aux spécialistes, avec le petit géomètre d'à côté et le propriétaire du terrain. On va aller prendre la terre n'importe où. Oui, Monsieur Akibode, malheureusement, on n'a pas le temps d'en débattre. On peut accuser ceux qui, par imprudence, vont acquérir des lots dans les zones inondables, mais la faute va revenir prioritairement à l'État qui manque d'anticipation. Ailleurs, l'État anticipe et viabilise le terrain avant que les privés ne viennent s'installer, mais c'est quelque chose qui dépasse vos épaules. Nous aurions souhaité avoir un ministre et nous en parlerons avec beaucoup de plaisir. Pour le moment, nous repartons vers l'auditeur qui attend en ligne. Bonjour. Oui. Diminuez un peu le volume de votre radio. Oui. Oui, c'est monsieur? Amen. Oui, allez-y. Deux n'ont pas pu écouter les propositions de notre ami, mais sûrement qu'il y a beaucoup de laboratoires qui méditent sur la reprise des cours. L'auditeur suivant, bonjour. Allô? Allô, vous êtes en ligne? Allô, l'ami auditeur? Chad, ouais, nous en étions donc, M. Akibode, en entend le prochain auditeur. Peut-être une recommandation, il faudra que soit vous, l'agence, ou bien l'État en général, qu'on anticipe et carrément
faire savoir aux citoyens que cette zone-là n'est pas habitable. Monsieur Akibole? Comme je le disais, il y a du travail qui se fait avec les services du cadastre, les services du domaine. Il y a de l'anticipation. Et c'est dans ce sens-là que je disais que pour acquérir la terre, il faut s'approcher des services compétents. ça, Merci. C'est un acte de civisme, de citoyenneté. L'auditeur suivant, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, oui c'est monsieur? Bonjour, monsieur Sall. Oui. Je considère que c'est sans commissaire. Allez-y, monsieur Consigan. Ouais, c'est la première fois que j'appelle sur ce plateau-là. Je salue tous les membres qui a une émission. Merci. Je suis sur la vie de cette émission-là. Le point qui m'intéresse, c'est là, l'intérêt des femmes. Bon, on dit que pour président tous les outils pour préparer la note. Maintenant, les traits d'examen. Nous avons un programme très colossal. Moi, j'ai été dans le corps d'un parti qui va aller au Sénat. C'est un discours secondaire. Maintenant, comment les parents vont se préparer pour affronter ce nouveau parti? Bon, merci, monsieur Sall. Je vous en prie, monsieur Consigan. Eh bien, attendons, ou bien nous allons nous approcher du ministère pour savoir, au-delà de cette note circulaire, les dispositions idoines qui sont envisagées pour la reprise des cours. L'auditeur suivant, bonjour. Oui. Oui, allez-y. Diminuez un peu le volume de votre radio. Je vous en prie, ça nous rappelle un titre de votre journal que vous consacrez à la mort de Aboibo qui a suivi Edem Kodjo 50 jours après. Abbas, vous nous rappelez le titre de votre journal? Les monuments politiques qui s'écroulent ici au Togo. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, ça va chez nous. C'est monsieur? Oui, diminuez un peu le volume de votre radio. Je vous en prie. Alors, ce gouvernement qui va chercher les bourdins le jour de la chasse, alors qu'il vaut mieux plutôt anticiper. Gouverner, c'est prévoir, n'est-ce pas? L'auditeur suivant, bonjour. Allô, l'ami en ligne. Je rappelle que on a parlé du Covid-19, de la Covid-19 aussi. Oui, l'ami en ligne. Oui, c'est monsieur? Pardon? Patrick, oui, allez-y. Oui, nous vous écoutons. Oui. Oui.
Ah, vous avez envoyé vos enfants au village? Oui. Bon, la reprise n'est pas encore spécifiée de façon officielle. Voilà une autre inconnue que nous revoyons à l'équation de la reprise des cours. Gadiel Chonyadji, est-ce que vous approchez des spécialistes médicaux avant de nous recommander vos recettes? Vous savez, j'ai toujours répondu à cette question. Oui, nous travaillons avec les experts pour donner des recettes. Et en cette période d'épidémie virale de coronavirus, Santé Éducation est gratuit en version numérique. Alors, le monsieur qui vient nous appeler, il n'a qu'à envoyer la requête, télécharger Santé Éducation au 99 05 05 05. 99 05 05 05. Vous envoyez, vous écrivez seulement télécharger Santé Éducation, on vous envoie le lien et puis vous téléchargez gratuitement et vous avez accès à la recette. Vous savez, les recettes, nous sommes des spécialistes de la chose, c'est très compliqué de donner des recettes à la recette. Parfois, il y a des gens qui ont écouté sur une portion de la recette et ils vont faire autre chose. Donc, le mieux, c'est d'avoir le support et de lire comment faire la recette pour l'appliquer. Merci beaucoup. Le tuteur suivant, bonjour. Oui. Vous êtes en direct. Il y a beaucoup d'écho autour de vous là-bas. Continuez, on va voir. Merci. Les acteurs de la société civile apprécieront. Nous passons à l'auditeur suivant. Oui, bonjour. Oui. Oui, allez-y. Et les autres? Vous avez approché l'université? Non, cher ami. Ok, après l'émission, je vous donne les contacts du professeur Kouakou qui coordonne cette... Terminé?
Merci. Avis aux bonnes volontés, parce que la multiplication de ces outils-là requiert un coût, hein, aux bonnes volontés d'aider à la matérialisation des projets de nos professeurs et de leurs étudiants. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Oui. Oui, c'est monsieur? Monsieur Kokou. Ok, donc nous n'avons pas notification de ce courrier officiel du ministre Lacha. Très bien. Merci. Notre auditeur doit bien connaître le milieu de l'éducation au Togo. Merci, on va devoir nous arrêter ici et revenir pour le traditionnel tour de table. On commence par M. Nelson Akibore. Merci d'être passé nous parler de vous, mais on va devoir envisager que vous repassiez vous-même ou votre directeur ou bien un collègue de temps en temps pour informer l'opinion de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Merci beaucoup. Ça, je crois que nous allons travailler dans ce sens. Nous allons avoir ce partenariat-là. On va commencer avec les chaînes de radio. Nous intervenons de temps en temps. Alors, pour le dernier mot. Oui, oui. Et comme vous l'avez ici bien dit à l'entame de cette émission, nous sommes en saison pluvieuse et les prévisions hydrométéorologiques indiquent des situations de normal à excédentaire. Et en français facile, ça veut dire que nous pourrions avoir d'abondantes pluies. Nous pourrions avoir d'abondantes pluies. Et par rapport vraiment au phénomène de changement climatique, c'est bien des situations de plus intensives sur de courte durée. C'est surtout ces situations-là qui provoquent des inondations. Qui est plus intensive sur une courte durée de temps. Donc la quantité d'eau qui tombe n'a pas suffisamment de temps de s'infiltrer, surtout que la superficie de dalles et de tôles Et de route. augmente, bien sûr, face à la démographie galopante et le besoin de construire. Et donc, face à cette situation, l'agence recommande la vigilance. C'est le moment de vigilance à tous pour nous éviter des situations désastreuses. Et qui dit vigilance, c'est d'être à l'écoute
Et on va finir par là. Se préparer en termes de opinion mécanique, avoir sur soi le minimum pour pouvoir vivre aux côtés d'un ami, d'une famille ou tout foyer accueillant. Surtout que le Togolais a cette réflexion, cette réaction à accompagner. Merci. Si je comprends, les prévisions météorologiques pourraient nous faire voir d'abondantes pluies sur une période de temps restreinte avec des risques d'inondation. Donc ceux qui sont dans les zones inondables, dans les bas-fonds, en français facile, envisagez un plan B en termes de nourriture et en termes de délogement éventuel avant que l'agence n'arrive, tout comme mes parents agriculteurs. Ceux qui font leur champ juste dans les lits des cours d'eau, attention, vous pourriez être envahi par les eaux. Encore une fois, un plan B. Merci, chers confrères. 1 minute pour revenir sur un élément ou bien votre carton de fin d'émission. Gadiel Tonyadi. Je voudrais un peu mettre l'accent sur les mesures barrières qu'on doit avoir chacun à la maison. C'est très important pour nous autres, notre métier, nous sécurons, nous prenons des contacts. Quand on arrive à la maison, chacun doit avoir un dispositif de lavage des mains, se laver les mains et aller directement se laver, prendre sa douche. Et puis, les habits que vous avez portés, ne les mélangez pas aux autres habits, mettez-les quelque part. Si c'est ce que vous allez reporter le lendemain, il faut bien les repasser avant de les reporter. Mais si on n'a que ça, Gadiel. Oui, c'est ce que je dis. Quand vous les mettez à côté, le lendemain, vous les repassez. Vous faites repasser très bien, bien au chaud, avant de les reporter. C'est très important. C'est des petites mesures en cette période d'épidémie virale. Merci. Ceux qui portent des maillots du lundi au vendredi, voire au dimanche, au moins les repasser à défaut de les laver au jour le jour. Et votre carton de fin? Bon, il n'y a pas de carton. Abba Sissaka? Non, bon, moi je voulais juste rappeler que par rapport à la rentrée, que comme les inspecteurs, les enseignants et autres sont convoqués pour réfléchir à la reprogrammation des cours, de faire de sorte que ces cours-là ne soient pas reprises dans la précipitation. Il faut bien penser, parce que les auditeurs ont fait des suggestions, des propositions, qu'on tient compte de ces propositions pour qu'on y prenne. Merci. Que les inspecteurs aient le courage de dire c'est une réalité à leur ministre, qui va transmettre au Premier ministre et au chef de l'État. Maintenant, votre carton? Merci. Joël Kossi-Vignon-Ega. Je donne 2 cartons de même couleur. Un seul carton. Oui, à qui? D'accord, ok, d'accord. Carton jaune que je donne au gouvernement sur 2 flancs. D'abord, M. Akibore qui est ici, je crois que les zones non habitables, c'est l'État qui officialise les terrains affectés dans ces zones habitables, dans ces zones non habitables. Donc je crois qu'il faut que l'agence fasse un travail. C'est ce qui aurait dû se faire. Mais vous-même, quand vous avez acheté votre terrain, est-ce que vous avez eu l'avis de l'État? Non, je dis, quand l'État sait que cette zone est inhabitable, pourquoi on donne les 3 tampons, on donne même les titres fonciers pour ces zones-là? C'est ce que je dis. Voilà. Donc il faut que l'agence prévoit dans son programme un lobbying pour ça, pour amener l'État à refuser désormais l'acquisition de ces terrains, afin de décourager les gens d'aller habiter là-bas. Merci. Et pour ça, l'État carton jaune. Oui, l'État carton jaune. Maintenant, l'autre carton jaune pour l'État, c'est concernant ce que nous avons, la reprise des cours. Parce qu'il y a des parents qui menacent déjà que, telles que les choses sont, je vais utiliser notre glama, c'est que les choses ne sont pas claires, ils ne veulent pas envoyer leur enfant pour la reprise de ces cours. C'est à leur dépend, mais il faut que l'État, avec les acteurs, comme Abbas vient de le dire, qui s'asseyent pour mieux planifier cette reprise-là, pour qu'elle soit efficace tant en termes de santé pour nos enfants qu'en termes d'évaluation. De sécurité surtout. Mais si reprise, il devrait y avoir, il y a une école primaire publique de Djokaleba. Je me demande, en 7 ans de pluie, dans quel bâtiment les enseignants et les élèves de l'école Djokaleba vont opérer leur reprise. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons à nous tous bon appétit et on se retrouve demain
si Dieu le veut, et Dieu le voudra certainement, mais pour l'essentiel, quand on va quelque part, on se lave les mains avant d'entrer, mais à la sortie, il faut toujours se laver. Et puis M. Akibode, au nom de l'ANPC, qui invite ceux qui savent habiter dans les zones inondables à prévoir un plan B, on ne sait jamais. Rendez-vous demain.